Salut tout le monde, une petite vidéo suite à des demandes en MP et en sondage autour du thème les causes de la maladie selon la médecine chinoise. Alors je vous préviens tout de suite que si ça flanche, c'est parce que chez moi il y a des travaux sur les lignes et que le réseau il est méga aléatoire. Donc il se peut qu'on soit interrompu, mais j'ai quand même envie de faire ça aujourd'hui, donc on va commencer comme ça et on verra où est-ce que ça me mène. Déjà peut-être un petit point, alors la médecine chinoise c'est quelque chose que j'ai étudié, je ne suis pas plus légitime que quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas pratiqué extrêmement longtemps, mais moi ce que j'ai envie de transmettre c'est les outils et les grilles de lecture parce que moi ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie dans mon rapport à moi-même, mon rapport à ma santé, mon rapport à mon environnement et mon rapport aux émotions. Et même si c'est un métier que je ne pratique pas au quotidien, ce que j'ai appris, ces grilles de lecture, c'est quelque chose qui sous-tend à ma perception du monde. Donc vous trouverez des orateurs bien plus compétents que moi là-dessus, qui ont bien plus d'expérience, de terrain, de connaissances théoriques. Moi je passe d'une place d'outil de perception du monde parce que c'est en ça que je trouve que la médecine chinoise est particulièrement pertinente. Ok. Peut-être pour commencer une petite intro, la médecine chinoise, à l'origine, ça s'est construit sur l'observation du vivant. Et donc l'observation des bruits de parasites derrière moi, ben ouais, c'est le poil et en fait j'ai envie d'avoir méga chaud quoi. Voilà, on verra. La médecine chinoise, c'est avant tout l'observation du vivant et de l'humain dans le vivant à travers des cycles qu'on a observés. Donc on peut parler des cycles des saisons, mais des cycles de l'humain dans ses différents âges et des cycles intérieurs. Peut-être c'est plus explicite si je vous dis que notre médecine occidentale, c'est une médecine qui est basée sur l'observation de corps morts. On a commencé par faire de la dissection et par objectiver des choses qui étaient inertes et qui n'étaient pas dans leur dynamique. C'est en ça que la médecine chinoise elle est vraiment complémentaire et percutante. C'est qu'ils ont cherché à trouver des grilles de lecture qui permettent d'objectiver la dynamique du vivant. Et dans cette notion de dynamique du vivant, il y a la notion de recherche d'équilibre qui est toujours centrale dans la médecine chinoise. Ils ont trouvé un moyen, et vous verrez plus tard que c'est vraiment juste, un moyen en fait de comprendre d'une part qu'on vit dans un monde qui est absolument duel et toujours divisé, mais d'en faire un point de vue pour autant qui n'est pas binaire. Dans la notion d'équilibre, l'équilibre c'est quelque chose qui est dynamique. Si vous essayez de garder l'équilibre sur un vélo sans avancer, vous verrez que c'est hyper compliqué. Si vous vous mettez en mouvement, l'équilibre est tout de suite beaucoup plus accessible et puis c'est quelque chose qui est aléatoire, qu'on ne peut pas acquérir de façon définitive. Donc la notion de santé en médecine chinoise, c'est pas quelque chose qui s'acquiert et qui ne bouge plus. La notion de santé, elle implique une recherche d'équilibre et de composer avec le déséquilibre. Et c'est en ça aussi que c'est complètement différent de notre vision occidentale. Peut-être, pour aller un peu plus loin dans la notion de mouvement et d'équilibre, juste un micro-topo sur le yin et le yang, parce qu'en fait on pourrait en faire une conférence qui pourrait durer des heures. Globalement, pendant que nos philosophes posaient des notions de bien et de mal, en Orient, on percevait la notion de yin et de yang comme étant complémentaires, interdépendants, sont néanmoins des opposés, mais qui se transmutent mutuellement et donc qui s'engendrent mutuellement. Peut-être un petit exemple. Alors, peut-être on va revenir à la base. Yin et Yang, dans les idéogrammes chinois, on a la notion de montagne. Un idéogramme, il s'écrit comme ça. On a d'un côté une face de montagne qui est éclairée par le soleil et qui est donc dans la lumière, où il fait chaud, où l'humidité s'évapore et donc on peut avoir un climat de sécheresse. Et de l'autre côté, on aurait la
la face yin, qui serait à l'ombre, dans le froid, potentiellement où l'humidité s'agglomère et qui est dans l'ombre. Voilà, donc ça c'est déjà hyper intéressant juste de s'arrêter sur ces deux idéogrammes et parce que derrière il y a de quoi gratter pendant des heures en recherche philosophique. Donc il y a vraiment cette notion de complémentarité et d'interdépendance. Vous n'aurez jamais la moitié d'une face sans avoir son revers. Et cette image de la montagne, elle est hyper intéressante pour ça. La médecine chinoise est bien plus que holistique. Ouf. Alors ça, c'est un thème en soi méga philosophique. Si tu veux, on en discute à la fin de la semaine. Dans la notion des opposés, ça je pense que ça parle à tout le monde, de complémentarité et d'interdépendance, parce qu'on peut difficilement avoir que le jour ou que la nuit, par exemple. Et dans l'idée de s'engendre mutuellement, je prends l'exemple du jour et de la nuit, c'est bien parce que le soleil se couche et que donc le yang diminue que la nuit peut augmenter. Et cette grille de lecture, elle va être transposable absolument à tout, et c'est en ça que les outils de vision médecine chinoise ils sont hyper intéressants, parce que vous pouvez prendre l'outil yin-yang et le transposer à pas mal de choses, à votre santé, à votre mode de vie, et vous verrez que cette notion d'équilibre, elle revient partout. Là, on va en parler particulièrement dans la notion des causes des maladies. Voilà, je pense que ça c'était un peu le prérequis à l'introduction. Après, s'il y a des questions, mettez-les en commentaire, j'essaie de suivre et peut-être que je perdrai le fil, on verra ce que ça donne. Dans les causes de maladies selon la médecine chinoise, on voit trois grandes causes qui vont être nommées comme les causes externes au corps, les causes internes et puis les causes qui sont ni l'un ni l'autre ou un peu des deux, qui vont être un grand package qu'on va classifier comme autres. Je vais les prendre dans un ordre qui n'est pas forcément l'ordre logique dans la façon dont c'est présenté, mais ça vous permettra en fait d'utiliser la cause d'avant pour mieux comprendre celle d'après. On va essayer de faire comme ça. Salut Dimitri. Et la déco post-it, ouais, alors oui, on vit dans un monde de post-it avec David, on adore ça, et puis il y en a à peu près partout. Là d'ailleurs j'en ai toute une série devant moi pour essayer de pas perdre le fil de ce que j'ai à dire. Je vais peut-être, on va commencer par une cause qui est la cause de l'ordre de la constitution. La constitution qu'on pourrait rapporter à la notion d'hérédité en médecine occidentale, ou qu'on pourrait mettre comme la vitalité générale. On n'est pas égaux à la naissance en termes d'hérédité. Et les Chinois font une différence entre ce qu'ils appellent le ciel antérieur qui vient avant la naissance et le ciel postérieur qui vient après la naissance. Nous, on pourra parler, si on va utiliser la notion de Qi, qui est celle de la notion d'énergie du point de vue médecine chinoise, on va parler de Qi inné et de Qi acquis. Il y a celui sur lequel vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes né comme ça. Si vous êtes né avec une jambe en moins, ça va être difficile de la faire repousser. Et le Qi acquis qui va dépendre de ce que vous faites de votre vie et comment vous drivez votre vie. Dans la notion de ciel antérieur, donc de l'hérédité, on aura c'est tout le bagage avec lequel vous arrivez sur Terre en fait. On aura tout ce qui se pose avant la naissance, qui sont des facteurs d'influence. Les facteurs d'influence importants, on trouvera l'état de santé de nos parents, l'âge de nos parents, avoir des enfants à 20 ans, avoir des enfants à 50 ans, c'est pas du tout la même chose. La constitution générale des parents et leur état de santé au moment de la conception. J'avais une colocataire dans le passé qui avait des problèmes de santé importants à l'âge de 20 ans et elle m'avait dit qu'elle avait été conçue à Nouvel An, ses parents étaient en état d'ébriété et son père avait un cancer généralisé. Voilà, ça c'est une image intéressante, c'est pas la même chose que quand vous faites une conception et que vous sortez d'un jeûne détox et que vous n'avez aucune prise de toxique dans votre vie. Voilà. Si en plus vous avez 20 ans et que vous avez une super énergie, etc.
dans l'état de santé des parents, il peut y avoir encore un point, c'est le nombre d'enfants qui sont venus avant vous. Si vous êtes le 15e d'une grande lignée ou si vous êtes l'aîné, le patrimoine qui est offert par les parents, par le père et la mère, hein, donc chaque parent donne sa part, on lui conçoit tout à fait en génétique, mais c'est aussi vrai en termes de vitalité. Ça, c'est tout ce qui touche jusqu'au moment de la conception. Ensuite vient la gestation, et donc la mère est vraiment le terreau pour l'enfant à venir, et donc pour elle, son état de stress, son état d'alimentation et de santé est extrêmement important. Je vais mettre un petit bémol sur l'aspect émotionnel. Une femme enceinte, ça a des émotions extrêmement intenses. Les hommes ne le sauront jamais à part de l'extérieur, ils l'auront bien vu mais ils ne savent pas comment c'est de le vivre de l'intérieur. Du point de vue chinois, c'est absolument naturel, le but étant que l'enfant s'habitue aux fluctuations émotionnelles qui vont être des points de repère dans sa vie. S'il y a eu différents états de joie, de bien-être, de colère, de tristesse durant la grossesse de la mère, l'enfant connaîtra au niveau des hormones qui passent à travers le sang de la mère, qui traverse le placenta et qui arrive jusqu'à l'enfant, connaîtra ces différents états et ça sera comme des points de repère. Si on prend l'exemple d'une femme qui est dépressive et qui va être tout au long de sa grossesse dépressive avec des plus ou moins bas et des très fortement bas, cet état de référence qui sera inconsciemment recherché par l'enfant à l'âge adulte ne sera pas un point de référence sain. Donc il peut y avoir par exemple des lignées de personnes dépressives et où on voit qu'il y a eu des fortes charges émotionnelles par exemple pendant la grossesse. Mais bon, ça pourrait être un sujet en soi, rien que ça, l'état de la mère, les différentes phases de la grossesse, mais c'était juste un point important pour dire que du point de vue chinois, de la médecine chinoise, c'est normal d'avoir des fluctuations émotionnelles pendant la grossesse et c'est pas dangereux et c'est pas grave et c'est même une bonne chose parce que ça permet d'avoir différents points de repère. Alors, est-ce que la génétique est prise en compte en médecine chinoise ou pas? Oui, sauf qu'ils l'appellent complètement autrement. Et ils nomment ça complètement autrement. Et en fait, alors je fais un micro aparté pour répondre à ça. Ce qu'il y a de très fort en médecine chinoise, c'est le système de compilation. Les savoirs sont compilés, salut Eric, depuis 3000 ans. Et en fait, on ne vient jamais mettre en échec une compilation antérieure. On vient commenter et donner des arguments supplémentaires. Ce qui fait qu'en fait, tout est construit de façon pyramidale où on cherche toujours à améliorer le système. Ça fait 3000 ans qu'on s'appuie sur les mêmes bases et qu'on l'affine aux connaissances scientifiques du jour, etc. C'est dangereux pour l'homme, Eric, quoi. Les femmes enceintes. Voilà pour ce qui est de avant la naissance. Ça, c'est donc tout l'aspect constitutionnel que les Chinois appellent le ciel antérieur, et donc qui est l'aspect héréditaire, l'aspect génétique, qui nous vient de nos parents, de la constitution de nos parents, donc sous-entendu de tous les ancêtres qu'il y avait avant, et de la façon dont la grossesse va être vécue et de l'hygiène de vie qui sera autour de ça. Voilà. Ensuite, il y a la notion de ciel postérieur, qui est l'énergie acquise. Ça, c'est la partie sur laquelle on a du levier. Vous ne pouvez pas changer la façon dont vous avez été conçu, ni la vitalité de vos parents. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a du levier en termes d'hygiène de vie sur... alors, je vous le passe vite fait parce que vous allez voir qu'on va le revoir après dans les différentes causes de maladies. Mais là où on peut améliorer notre santé, c'est sur la notion d'hygiène de vie, d'alimentation, d'exercice, de respiration et de gestion émotionnelle. On les verra plus tard. Alors Eric il dit, pas les femmes enceintes, leur envie de fruits exotiques pendant l'hiver. Alors je refais un micro aparté, il n'y a pas un instinct alimentaire qui est plus pertinent que celui de la femme enceinte.
À chacune de mes grossesses, j'ai pu aller vérifier combien c'était pertinent. Quand j'avais envie de kiwi et que j'en mangeais 15 par jour pendant une semaine, eh ben, il se trouvait que c'était le moment opportun pour faire le plein de vitamine K, par exemple, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Et pour les femmes, eh ben, qu'elles s'écoutent dans leurs élans alimentaires pendant la grossesse. Et pour les hommes, eh ben, qui se bougent le cul pour leur fournir tout ce qu'il faut, quoi. Je connais des papas qui ont été jusqu'à réveiller des bouchers parce que madame voulait de la viande, quoi. Et ben, c'est méga mignon et ça fera des beaux souvenirs et c'est vraiment chouette. Et en plus, ça fait du bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Et puis, on vit dans une époque où les fruits exotiques au milieu de l'hiver, eh ben, c'est faisable, quoi. Voilà, donc cause numéro 1 des maladies selon la médecine chinoise, la notion de constitution, avec une part sur laquelle vous ne pouvez rien faire et une part sur laquelle vous avez du levier et qu'on va continuer de voir par la suite. Et oui, d'où l'importance d'écouter son corps et ses envies mutuelles. Oui, alors plus on est équilibré, plus nos envies sont équilibrées. Plus on est en déséquilibre, plus nos envies sont déséquilibrées. Essayez d'aller manger pendant une semaine tous les jours au McDo. Vous verrez que vous aurez plus envie de sucre le dimanche que le lundi. Et puis il y a un super film qui parle bien de ça. Comment ça s'appelle déjà? Super Size Me. Ça date un peu, mais ça reste toujours pertinent. Ok, autre cause. On va rester dans les causes qui sont ni externes ni internes, mais qui sont un peu des deux. Moi, je mets un grand chapitre que je nommerais les causes d'ordre hygiène de vie. En médecine chinoise, on a un proverbe qui dit « Salut Marc ». On a un proverbe qui dit « on tombe toujours du côté où on penche ». La façon dont on vit, et donc notre hygiène de vie, nos habitudes de vie, conditionnent un fonctionnement. Et là, clairement, on pourrait ouvrir un autre chapitre là-dessus, mais on rentre dans les maladies qui sont d'ordre chronique et pas aigu. Hein, tout ce qui est aigu arrive rapidement et disparaît rapidement et se met en place rapidement. Quand on a un mode de vie, ça sous-entend qu'on le fait depuis longtemps. Et donc, la maladie qui pourrait potentiellement en découler a beaucoup plus de chances. Et il y a toujours du cas par cas, hein, mais je le fais de façon en grande ligne. Il y a beaucoup plus de chances d'être dans quelque chose de chronique. Donc, dans l'hygiène de vie, un grand point, l'alimentation. Alors, je ne vais pas vous faire un topo sur l'alimentation aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être un autre sujet si vous le souhaitez. Mais globalement, manger bio, local, de saison, et quand je dis local, c'est de proximité, et de façon, le grand classique de un peu de tout, hein. Et bien mine de rien, c'est basique, mais ça marche bien. Mais volontiers, je fais une conf rien que là-dessus, parce que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je me suis sortie d'état de santé assez sévère que j'avais quand j'avais 20 ans grâce à l'alimentation. J'ai aussi bien déconné avec l'alimentation, hein. Par exemple, je peux vous parler d'une époque, et Xavier qui regardait en tout cas doit se souvenir de cette époque, où j'ai mangé que des glaces pendant une année, quasiment. Ouais, non, c'est sérieux, ça existe, je l'ai fait, et ben je l'ai payé pendant très 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 longtemps. Voilà, donc on peut se faire du bien avec l'alimentation ou se faire du mal. C'est toujours cette notion d'équilibre et on revient toujours à ça. Vous verrez, à chacune des causes, il y a cette notion d'équilibre. On peut revenir juste en arrière sur la notion de constitution. Vous pouvez avoir un bagage qui n'est pas forcément fort, mais avoir une hygiène de vie qui est extrêmement correcte et qui vient compenser le bagage. Toujours cette idée d'équilibre. Ok, ben on verra ça pour une conférence sur l'alimentation, spiruline, curcuma, mais carrément, en plus, franchement, s'il y a un truc que j'ai toujours sous le coude, c'est bien spiruline et curcuma. Enfin bref, ouais, avec plaisir, Marc. Donc, dans hygiène de vie, on a alimentation, je détaillerai pas plus que ça. La notion d'activité. La notion d'activité, alors sous-entend le surménage et le sous-ménage, c'est tout l'équilibre entre repos et activité. Est-ce que vous vous reposez assez? Est-ce que vous avez assez d'activité? Et par activité, on entend les différentes formes d'activité, hein, activité mentale comme activité physique. Il y a une sous-classe à ça qui va être la notion d'activité, d'exercice physique.
d'avoir un équilibre d'exercice physique. Est-ce que je fais suffisamment d'exercice avec mon corps ou est-ce que je suis dans un rapport au corps qui est insuffisant? Clairement, la sédentarité ne nous aide pas. Donc on a à compenser ce mode de vie clairement. Petit exemple de maladie, ciao, à bientôt, de maladie d'ordre surménage ou sous-ménage. Quand vous bossez dans un bureau assis devant un écran toute la journée, il n'y a pas assez d'exercice physique, mais il y a une suractivité en termes intellectuels et surtout au niveau de la vue. On peut épuiser le corps par les différents sens. Ça aussi, ça pourrait être un chapitre en soi, quoi. Voilà. Ok. Et encore une forme d'activité qui est un sujet que je trouve toujours vraiment rigolo et que les gens n'envisagent pas comme étant une cause de maladie. En médecine chinoise, on considère que l'excès ou l'absence d'activité sexuelle peut être une cause de maladie. Alors là, je pense qu'il y en a plus d'un qui va être surpris. Peut-être je vais le détailler un petit peu. Alors, avant tout, il parle d'excès d'activité sexuelle. D'une part, c'est pas faire trop l'amour. C'est les liquides physiologiques. Chez l'homme, on va parler principalement de l'éjaculation, donc du sperme, et chez la femme, principalement du sang. Ce sont deux liquides physiologiques qui sont centraux pour la femme et pour l'homme, et que si on épuise trop, qui peuvent venir impacter clairement la vitalité. Et là, on revient à la notion de constitution qu'on a vue au tout début, où on est sur cette histoire d'hérédité et on peut venir entamer nos réserves naturelles par excès d'activité sexuelle. Donc chez l'homme, il y a l'idée d'excès d'éjaculation, ce qui ne veut pas dire excès de rapport sexuel, puisqu'il y a toute une pratique qui est proche du tantrisme, qui va être le Tao d'aimer. Il n'y a pas un mot spécifique pour ça. Enfin, il y a des codes. Chez les hommes, il y a les voix du dragon vert, la voix de la tigresse blanche chez les femmes, qui sont des pratiques énergétiques qui visent à maintenir un état de santé, voire une quête d'immortalité. On est dans les voies spirituelles du taoïsme, mais néanmoins, il en découle une hygiène de vie et un rapport à l'activité sexuelle qui est clairement pas compulsive comme on pourrait le voir beaucoup plus en Occident. Donc, chez un homme, il y a des préconisations. Ne vous inquiétez pas, je viendrai aux femmes après. Il y a des préconisations en termes de quantité et de nombre d'éjaculations selon l'état de santé de base, selon l'âge de la personne et selon éventuellement les saisons. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vous faut avoir un planning précis, mais c'est intéressant, et les hommes le savent, l'état de fatigue que vous touchez post-éjaculation. Vous verrez qu'il y a des fois où vous êtes fatigué un peu et des fois c'est vraiment le coup de barre et vous vous effondrez derrière. Là, clairement, vous êtes en train de tirer sur les réserves. Donc, à savoir, d'avoir une pratique sexuelle trop forte avec trop d'éjaculation peut mener à un déséquilibre. Voilà, après il y a toute une série de pathologies qui sont propres à ça, quoi. Voilà pour ce qui est des hommes. Pour les femmes, il est moins question du rapport sexuel, mais plutôt de la fonction sexuelle. Et donc, on touche à la notion du sang. Perdre le sang des règles, les femmes le savent, c'est fatigant. Et selon si vous perdez beaucoup ou pas beaucoup, c'est épuisant. Et sinon, il y a la notion d'une grossesse, ça vient tirer sur les réserves. Les accouchements, selon comment ça se passe, on peut perdre relativement peu de sang à un accouchement comme on peut en perdre beaucoup. Et l'allaitement, parce que le lait est extrait du sang et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, l'allaitement long, c'est bien. Si vous avez prévu de faire 10 gosses et de les allaiter au moins jusqu'à 2 ans chacun, vous verrez que vous serez desséché à la fin, quoi. Voilà. Donc chez la femme, c'est pas tant le rapport sexuel qui pose problème, même si on peut mettre une petite clause spéciale où pour les Chinois, le rapport sexuel pendant les règles va dans le sens contraire
du besoin physiologique qui est le sang doit s'écouler et descendre, et donc son mouvement est descendant, et le fait d'avoir une montée d'énergie par pénétration peut provoquer une stagnation de sang. D'ailleurs, les tampons ont le même effet, et du point de vue médecine chinoise, c'est absolument pas sain les tampons. Tout ce qui va dans le sens de faire stagner du sang dans le vagin, au niveau du col, etc. Donc voilà, il y a une utilisation à réfléchir autour de qu'est-ce qu'on utilise quand on a ses règles. Il n'y a pas de problème en termes de tabou sexuel sur le rapport sexuel pendant les règles, mais du point de vue chinois, ça peut être une cause de maladie si c'est pratiqué trop fréquemment. Entre autres, par exemple, on peut avoir la notion d'endométriose qui peut venir suite à ça, quoi. Voilà. Donc ouais, pas de bol pour les garçons. Il y a la réflexion de comment je peux continuer d'avoir des rapports sexuels mais pas forcément éjaculer et quand même atteindre l'orgasme. Eh ben, les femmes, elles ne sont pas forcément touchées par ça, même si traditionnellement, du point de vue chinois, on dit que les orgasmes sont épuisants pour la femme, mais elle a une capacité à mieux récupérer au niveau énergétique et néanmoins une plus grande difficulté à atteindre l'orgasme. Donc voilà, ça s'équilibre. On est de nouveau dans cette histoire d'équilibre. Donc intéressant, c'est un sujet à discuter en couple entre autres. Et puis vous retrouverez le même genre d'infos dans les voies tantriques, etc. Voilà pour ce qui est des excès d'activité sexuelle. Et il y a la notion d'absence de rapport sexuel qui peut être problématique. Et là, alors particulièrement chez la femme, on note une tension émotionnelle beaucoup plus forte par absence de rapport sexuel. Chez l'homme, c'est aussi le cas, sauf qu'en général, il subvient à ses propres besoins tout seul avec moins de difficultés que la femme. Voilà. Salut Maya. Je pense que ça aussi, ça pourrait être un sujet en soi à développer, pas seulement du point de vue des causes de maladie, mais plutôt du point de vue de la physiologie sexuelle et énergétique du point de vue chinois. Voilà. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui est considéré comme ordre hygiène de vie. Hein, donc les causes des maladies, il y a l'hygiène de vie. Donc je vais juste rappeler surménage, la notion d'équilibre entre repos et activité, l'excès d'exercice physique. Est-ce qu'on est dans un exercice qui est suffisant ou insuffisant? L'activité sexuelle et l'alimentation. Ça, c'est les grands axes de l'hygiène de vie. On peut y faire rentrer dedans aussi la façon dont on relationne au niveau émotionnel, mais c'est une cause en soi. Donc, je garde le meilleur pour la fin. Hein. Je sais qu'il y en avait plein qui attendent les émotions en termes de cause de maladie. On va venir juste faire un point sur les causes externes des maladies. Dans les causes externes, la première cause, bêtement, c'est le climat. Les climats et la façon dont ça rentre dans notre corps. Genre, je ne vais pas vous faire un topo complet et court, mais on va juste énumérer ce que les Chinois appellent des climats. C'est la notion de chaleur et de froid, de sécheresse et d'humidité. Il peut y avoir la notion de feu et de vent également. Ils perçoivent dans la notion de vent aussi tout ce qui est de l'ordre virus en fait. Et puis ils font une petite clause spéciale pour les climats artificiels. Par exemple, si vous travaillez dans une chambre froide, si vous travaillez dans une usine de sidérurgie, si vous bossez dans un endroit où il y a de la clim tout le temps, ça c'est des climats artificiels et on n'est pas fait pour vivre dans un climat qui est tout le temps le même et qui se maintenait. Tiens, donc ça c'est clairement une cause climatique. Alors, petit aparté là-dessus, c'est hyper intéressant de voir que partout dans le monde, les habitudes alimentaires sont complètement calées sur le climat dominant.
Et donc, quand on a des peuples qui sont déracinés, qui sont expatriés de gré ou de force et qui conservent leurs habitudes alimentaires, on peut voir des déséquilibres parce que ça n'a plus de sens. Par exemple, là où il fait chaud, typiquement, vous le verrez en Afrique, on mange pimenté. Pourquoi? Parce qu'en termes... Alors je vous dis, c'est toujours la grille de lecture chinoise et je resterai là-dessus pour qu'on parle bien de médecine chinoise. Le piment, il a une fonction en fait d'évaporation, de diffusion, évaporation. Donc il fait transpirer. Hein. D'ailleurs, si vous avez envie de vérifier, vous pouvez aller choper un bon piment et vous verrez si ça vous fait transpirer ou pas. Quand on transpire, on se refroidit. Voilà, donc si vous habitez en Afrique, mangez pimenté. Par 40-50 degrés, il n'y a pas de problème, ça vous fait du bien. Vous venez vivre, mettons, moi j'ai vécu longtemps en Suisse à 1000 mètres d'altitude, ça fait pas la même chose quand vous bouffez pimenté tous les jours, alors qu'en fait le but c'est pas de transpirer. Voilà un petit exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple? Le thé vert, par exemple, le thé vert c'est hyper rafraîchissant, ça convient aussi au climat chaud. Ici, boire du thé vert tout l'hiver, c'est pas déconseillé, surtout si vous êtes une femme, parce que les femmes sont plus sensibles au froid. Ça pourrait être le sujet aussi de les différences physiologiques entre hommes et femmes. J'ai vu une femme qui était originaire d'Amérique du Sud, qui buvait son litre de thé vert tous les jours parce que c'était traditionnel chez elle et puis qu'elle avait adopté, enfin c'était une tradition plus familiale, mais elle avait adopté ce mode de vie-là pendant plus de 30 ans en Amérique du Sud et elle a développé en Suisse un rhumatisme paralysant, ankylosant. Hein. Donc c'était une joueuse de harpe, elle avait ses doigts qui étaient bloqués comme ça. Elle a arrêté de boire du thé vert. Elle a commencé à prendre des produits qui étaient plutôt chauds et circulants, hein, de type curcuma, gingembre, et ses mains se sont déliées, elle a pu rejouer de la harpe. Donc des fois, on a des remèdes dans notre cuisine qui sont vraiment intéressants. Donc c'est toujours intéressant de questionner nos habitudes alimentaires et les habitudes régionales parce qu'elles ont du sens. Et on revient sur le point de l'alimentation, sur le fait que si vous mangez local et de saison, vous êtes toujours à peu près juste. Les plantes qui poussent à une certaine altitude correspondent à des fonctions dont on a besoin quand on vit à cette altitude-là. D'ailleurs, il y a des gens qui étudient ça, hein, les différences botaniques entre la même plante qui va pousser à 1000 mètres, à 2000 mètres ou au bord de la mer. En termes de pharmacocinétique, c'est quoi les différences? Et il y en a et elles sont vachement intéressantes. Voilà. D'où aussi le pourquoi de s'il y a quelqu'un qui prépare des remèdes à base de plantes et qui fait ça à côté de chez vous, bah, c'est vachement plus intéressant que de commander des plantes chinoises qui ont poussé à l'autre bout du monde parce qu'en fait elles font pas partie de votre biotope. Voilà, ça c'était le petit aparté alimentation. Donc les climats. Je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'en gros, c'est les grands classiques des maladies avec le rhume en hiver, l'insolation en été par excès de chaleur, etc. Quoi. On peut une fois faire une conférence là-dessus, à voir. J'estime pas que ça soit forcément le plus intéressant. De toute façon, on est sur des causes qui sont de l'ordre maladie aiguë, hein, apparition brutale, résolution rapide. Voilà, on n'est pas dans du chronique. Ou alors ça veut dire qu'il y a un problème du style la bonne femme qui buvait son thé vert depuis 10 ans et que c'était pas adapté à son climat. Quoi. Et là ça rentre dans du chronique, mais ça rentre dans de l'hygiène de vie et de l'alimentation. Dans les causes externes, les Chinois ils voient la notion de traumatisme physique. Alors, on reste uniquement sur le traumatisme physique. Je me fais rentrer dedans par une voiture, j'ai les os brisés. Il y aura des conséquences à long terme, même si mes os se remettent. Je ne vais pas détailler plus que ça parce que je pense que vous comprenez de quoi je parle. Mais du coup, c'est intéressant de se rappeler que peut-être que si vous avez mal à telle cheville ou à tel poignet, hein, moi ici par exemple, j'ai fait une mauvaise chute en snowboard, j'ai eu une fracture, elle n'a jamais été objectivée. On m'a jamais remis mes os en place. Selon quand il fait froid et compagnie, comme les grands-mères, j'ai mal. Bref, vous avez peut-être des bobos de cet ordre-là aussi, quoi.
Dans les causes externes aux maladies, il y a la notion d'erreur thérapeutique. Alors en médecine chinoise, la notion d'erreur thérapeutique, c'est pas comme en médecine occidentale avec les maladies nosocomiales qu'on attrape à l'hôpital. C'est un mauvais traitement qui n'est pas adapté à votre état. Donc en fait, c'est un mauvais conseil sur votre hygiène de vie. Aujourd'hui, les erreurs thérapeutiques qu'on pourrait voir en médecine occidentale, elles ont tout à voir avec du médicamenteux, donc on ne rentre pas vraiment là-dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait voir qui pourrait être dans de l'ordre erreur thérapeutique? Ouais, alors j'ai un exemple qui me vient. Une personne qui voulait pratiquer les techniques du yoga du froid, un Tummo, et qui avait déjà des problèmes de froid et qui pensait qu'en fait elle allait résoudre son état de santé en s'exposant encore plus au froid. Ben non, ça a fait que d'aggraver son problème, quoi. Donc on ne peut pas tout faire selon dans quel état de santé on est, hein. Il y a des choses qui sont réservées à certaines personnes parce qu'on risquait de se mettre encore plus en déséquilibre, hein. Je reviens sur cette histoire de on tombe toujours du côté où on penche. Voilà. Quand j'ai mangé des glaces pendant 1 an, et ben forcément je tenais pas forcément bien le froid et c'était peut-être pas le moment de se mettre à faire des douches froides pour stimuler mon système immunitaire par exemple, quoi. Question de bon sens. Voilà, ça pourrait être ça une erreur thérapeutique. Ensuite, dans l'externe, il y a encore la notion de médicaments ou drogue. Et bien là, clairement, les erreurs thérapeutiques, les problèmes de prescription, si vous avez reçu une transfusion sanguine contaminée, etc., ça pourrait être là-dedans. Et évidemment, les consommations de drogue, en sachant que la définition même de drogue, c'est la régularité d'un produit qui n'est plus dans une prise équilibrée. Voilà. C'est la quantité qui fait le poison. Voilà. Voilà, on a fait le tour des causes externes, on a fait le tour des causes qui sont mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Il nous reste les causes internes. Alors, je continue mon suspense dans les causes internes. Déjà, il faut que je retrouve mon post-it, ça serait vachement mieux avec, parce que ça va être un max de trucs à dire et à pas oublier. Dans les causes internes, il y a la notion des poisons, il y a la notion des parasites. C'est quelque chose qui est peu considéré dans la médecine occidentale, mais qui existe à plein d'endroits dans le monde, y compris ici. Les enfants sont les premiers à choper des obscures et ce genre de trucs, hein, l'hiver typiquement. J'ai toujours pas retrouvé mon post-it, donc je vous fais un peu attendre. Ouais, parasites, poisons, ben non, en fait je les ai tous dit. Et il reste évidemment, hein, ça c'est attendu de tous, dans les causes des maladies, selon les Chinois, il y a les émotions. Alors, attention, c'est pas les émotions qui rendent malade, c'est le rapport aux émotions qui est mal géré. Donc on va juste revenir sur des notions de base. Du point de vue chinois, même s'ils sont tout à fait d'accord aujourd'hui qu'une émotion c'est une cascade hormonale sur une perception extérieure ou intérieure, les émotions c'est de l'énergie pour les Chinois. Et l'énergie, ça appelle à circuler. On revient toujours à cette histoire d'équilibre. Si je veux atteindre l'équilibre avec un vélo immobile, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que si je me mets à pédaler. Donc les émotions saines sont des émotions qui circulent et génèrent un mouvement qui est équilibré. En médecine chinoise, il y a la notion des 5 mouvements. Peut-être que vous connaissez mieux la notion des 5 éléments. Vous savez, il y a une couleur associée, il y a une saison associée, il y a un organe associé, il y a une émotion associée, et puis etc. Les cinq émotions principales, les 5 mouvements, chaque émotion a un mouvement qui lui est propre, un mouvement énergétique. On ne va pas détailler ça, je ferai volontiers un sujet que sur les émotions, mais vite fait.
La peur, c'est un mouvement qui fait descendre. Hein. Si on a peur, on a envie de pisser, on a envie de chier, et l'énergie, elle vient dans les jambes parce que normalement, le but, c'est de pouvoir courir vite et fuir. La colère, c'est une émotion qui fait monter. Hein. C'est une émotion qui nous prépare à l'attaque, à la défense. On sent, ça monte dans le haut du corps, ça réchauffe, le cœur il palpite et le sang il vient dans les membres. Il y a un truc qu'on peut voir sur internet. Alors je sais pas du tout si on le trouve facilement ou pas. C'est un petit visuel avec un scan thermique qui montre des schémas corporels selon les émotions et où est-ce que le sang est concentré dans le corps. C'est hyper intéressant. Et ça correspond complètement à ce que les Chinois disent depuis 3000 ans. Voilà. Donc une émotion saine, c'est une émotion qui circule et qui respecte son mouvement naturel. Okay. Ce qui rend malade, c'est pas l'émotion. Il n'y a aucune émotion qui rend malade, il n'y a pas de mauvaises émotions ou de bonnes émotions. Il y a une expression saine ou pas d'une émotion. Ce qui rend malade, c'est l'excès de contrôle sur une émotion ou le manque de contrôle sur une émotion. Alors moi j'aime pas la notion de contrôle, mais c'est le terme qui est utilisé pour traduire ça. Moi j'aime mieux la notion de maîtrise. Hein. Alors excès de contrôle parce qu'on a mis le couvercle dessus et on veut rien savoir, ou manque de maîtrise parce que ça sort trop fort dans des proportions qui sont pas correctes. Ça rend potentiellement malade. Pourquoi ? Parce que quand les émotions sont saines, elles ont chacune un mouvement qui leur est propre. Et donc ce mouvement, s'il est naturel, qu'il est sain, il va dans le sens de la physiologie du corps. Donc il y a une façon saine d'exprimer de la joie, comme il y a une façon saine pathologique d'exprimer de la joie. Mais il y a aussi une façon saine d'exprimer de la colère, une façon pathologique de l'exprimer. Hein. J'avais déjà détaillé sur le thème de la colère et je reprendrai volontiers au cas par cas chaque émotion. L'idée c'est qu'on a un cercle qui est vertueux. Donc plus j'exprime de façon saine et pertinente sans faire un excès de contrôle, sans manquer de contrôle. Et vous voyez, ça donne une marge de manœuvre. C'est pas, il y a une façon de faire. C'est si j'en fais trop ou si j'en fais pas assez, potentiellement c'est dangereux et ça peut me mettre en déséquilibre. C'est toujours cette recherche d'équilibre, la santé, et la maladie, c'est un déséquilibre qui s'établit soit de façon abrupte, soit de façon chronique. Donc le point de vue chinois, c'est de laisser se faire les émotions et de les exprimer, de les vivre, de se laisser traverser aussi intérieurement. J'accepte que ça me mette 6 pieds sous terre, par exemple. Ou j'accepte que c'est vraiment génial et je suis super joyeuse. Juste, je me laisse habiter par ça. Chaque émotion, du point de vue chinois, elle a une description physiologique et émotionnelle et psychologique de son excès. Un excès de colère, ça donne quoi? Un manque de colère, ça donne quoi? Un excès de joie. Il y a eu une époque où j'ai travaillé, je vous donne ça parce que c'est un exemple que j'ai juste trouvé génial dans ma vie. J'ai travaillé dans un foyer qui accueillait des personnes en situation de handicap et polyhandicap. Et il y avait une jeune fille qui avait un excès de joie pathologique. Juste, elle était tellement heureuse, rien que de lui dire bonjour le matin, comment tu vas? Et donc, ça la mettait dans un état de joie qui était potentiellement dangereux parce que quand elle était trop joyeuse, elle faisait des crises cardiaques. Donc elle avait 20 ans et elle avait déjà fait plusieurs crises cardiaques par excès de joie. Donc le matin, quand elle arrivait toute sautillante et toute contente parce que de toute façon c'était une journée moche et qu'elle était contente de venir travailler, fallait pas la faire sourire trop fort, quoi. Voilà. Donc ça existe. Excès de joie pathologique et dangereux pour la santé. Voilà. Donc en fait, toutes les cas de figure peuvent exister. Donc ce qui est important de se rappeler, c'est les émotions ne rendent pas malade. C'est le rapport que j'ai à mes émotions. Est-ce que je suis dans un excès de contrôle ou dans un manque de contrôle, en sachant qu'en général c'est un peu des deux et c'est pour tout le monde pareil. Je pense qu'il y a peu de personnes sur Terre qui peuvent prétendre aujourd'hui avoir un rapport sain avec des émotions saines qui sont exprimées de façon saine en tout lieu et tout temps.
Donc il n'y a pas de problème, c'est toujours cette histoire d'équilibre à vélo. Des fois vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, vous mettez un coup de pédale à gauche, un coup de pédale à droite et puis on retrouve un équilibre. À quoi ça peut servir de connaître tout ça? Ça peut permettre d'identifier quand c'est que je suis dans l'excès, quand c'est que je suis dans le manque. Est-ce que ma colère, elle était pertinente? Est-ce que ma joie, j'en ai vraiment profité? Etc. Et plus on pose un cercle, et c'est vrai pour les émotions, mais c'est vrai aussi pour tout le reste, plus on pose un cercle qui est vertueux, plus c'est facile d'être dans quelque chose qui est sain, et inversement, plus on est dans un système vicieux, plus on tombe. Hein. Toujours cette idée de je tombe du côté où je penche. Voilà, on a fait le tour de toutes les grandes causes des maladies selon la médecine chinoise. Là, je suis chaude, franchement. Donc, si vous avez des questions, eh ben, allez-y, j'y réponds en vrac maintenant. Et puis, si vous avez des demandes pour que je développe certains sujets, avec plaisir. Moi, j'ai grave du plaisir à parler de ça parce que c'est un sujet que j'aime, parce que quand j'en parle, eh ben, je le conscientise encore mieux et ça me fait plaisir de le transmettre. Moi, c'est des trucs qui m'ont vraiment sauvé la vie au sens littéral. Ouais, au sens littéral, la médecine chinoise, ça m'a sorti de loin. Donc, ces grilles de lecture, je les trouve vraiment intéressantes, je les trouve faciles à appliquer, elles permettent de mettre une compréhension globale des choses et de l'acter dans notre réalité. Voilà. Ok, donc est-ce qu'on a des questions? S'il n'y a pas de questions, eh ben, je reviendrai volontiers sur les émotions. Hein, vous êtes plusieurs à demander ça. Et peut-être sur l'alimentation. L'alimentation, c'est un grand sujet parce qu'on pourrait faire vraiment un gros truc. Et puis on pourrait même en faire un atelier pratique parce qu'il y a à connaître la théorie et puis comment je le mets en forme dans ma cuisine, ça c'est encore un autre sujet. Voilà. Et voilà. En tout cas, si vous aimez ces vidéos, et ben dites-le, ça me fait plaisir, ça m'encourage. J'ai quand même envie de vous dire que si on m'avait dit il y a 1 an que j'aurais une chaîne YouTube et que je ferais des vidéos, je serais allée me cacher au fond d'une armoire et j'aurais flippé à fond. Ce qui n'empêche pas que je continue de flipper à chaque vidéo, mais ça me fait méchamment du bien de me dépasser. Et donc si vous aimez, eh ben, partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Faites des commentaires si vous avez des questions. Moi j'ai du plaisir à réagir du tac au tac. Vraiment, 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 c'est comme ça que mon inspiration elle est la plus fluide. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez liker la page Facebook de 3volutions, pour aller jeter un œil sur 3volutions.fr, regarder les stages qui sont en préparation, les coachings avec moi ou avec David. Et quoi d'autre? Eh bien oui, on est en train de mettre petit à petit des ressources sur le blog et également on avait bien envie de commencer à faire des podcasts, des trucs de ce genre-là. Moi je ferais bien des petits podcasts d'hypnose entre autres. David il a ses sujets de prédilection et voilà, toutes vos suggestions en fait elles sont les bienvenues. Nous, ce qu'on a envie, c'est de pouvoir vous outiller pour que vous ayez plus d'autonomie, plus de liberté dans votre vie. Et quand on a plus de liberté et plus d'autonomie, c'est beaucoup plus facile de toucher des moments de joie, de bonheur, de partage. Voilà. Et merci à tous. Et si je suis chaude, je refais un petit live spécifique aux émotions tout à l'heure. Voilà. Merci à tous, c'est cool. Ciao!